Samedi 1er avril 2023, un nouveau Café Psy se tenait à la librairie Ombre Blanche autour de la thématique « Le corps du vampire », une métaphore pleine de sens, avec Jean-Marc Canto, psychanalyste, et Lynn Grimaud. Bonne écoute. Alors, on va s'y mettre. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, moi, je vais simplement lancer la conversation en rappelant d'abord que si le Café Psy existe aujourd'hui, c'est grâce à Serge Vallon, qui en 2016 a inventé ce dispositif en invitant quelques-uns autour de lui à l'imaginer, à le préparer, à l'animer. Et Serge Vallon a disparu en 2021, en avril 2021, il y aura 2 ans très bientôt. Et ensuite, le café a été quelque temps en suspens, et puis Christian Thorel a demandé à Alain Grimaud de relancer cette forme de rencontre. Et voilà, on s'est mis au travail en conviant un petit groupe à prendre le relais. Donc Alain Grimaud est celui qui a fédéré autour de lui quelques autres. Marie-Françoise Sacrisper, qui est présente et qui est directrice des éditions RS, Rémi Puyello, qu'un grand nombre de personnes travaillant dans le médico-social ou la psychiatrie connaissent, un pédopsychiatre, Blandine Poney, qui a été longtemps infirmière en psychiatrie et qui a une pratique d'écriture poétique et qui anime des ateliers d'écriture, Julien Boutonnier, qui est éducateur. Qui est-ce que j'oublie ? Et moi-même. Voilà, je ne m'oublie pas. Donc voilà, on s'est retrouvés après une pause, donc résultant de la disparition de Serge. On s'est retrouvés en octobre 2022 et on a décidé que le thème dont on allait tirer un peu le fil tout au long de cette année 2022-2023 serait le corps. Et on a décliné le corps, la question du corps de différentes façons. On a commencé par le commencement, le corps du bébé en relation. Là sont venus une pédopsychiatre et une psychomotricienne nous parler des pratiques avec les tout petits. Ensuite, il a été question de l'écriture et du corps. Et c'est Blandine Poney et Julien Boutonnier qui tous les deux ont une pratique, écrivent, ils sont venus nous parler de l'engagement du corps dans l'écriture. Ensuite, il y a eu la question de la mort avec un café à propos du deuil à propos des enfants endeuillés, d'un dispositif qui leur est proposé à l'hôpital Purpan, qui s'appelle Histoire d'en parler. Et puis aujourd'hui, voilà, on va parler de Dracula et des vampires. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu inculte dans ce domaine. Donc, visiblement, Jean-Marc Canto et Alain Grimaud, eux, en connaissent quelque chose. Donc, on va voir quoi. On peut quand même se demander quelle place occupe finalement cette figure quasiment mythique dans notre culture. Alors moi, je crois savoir que Dracula est apparu vers la fin du 19e, mais que ce qui s'ensuit après révèle qu'il a vraiment pris une grande place, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'œuvres littéraires et beaucoup d'œuvres cinématographiques qui lui donnent une grande place. Et voilà, moi je vais demander à
Alain Grimaud et à Jean-Marc Anto, de dire pourquoi ils ont ouvert la porte du café à cette figure dont je vais dire qu'elle est inquiétante et étrange. Alors, je vais vous présenter nos deux intervenants. Donc, Alain Grimaud, pour ceux qui fréquentent le café, il est connu puisqu'il a fait partie du noyau qui a fait fonctionner ce café dès le départ avec Serge Vallon, avec moi aussi. Et ce que je peux dire de Alain Grimaud, c'est qu'il a longtemps travaillé en institution, en ITEP, et une institution qui prenait en charge des déficients visuels. Et que son grand souci, il a un grand souci du collectif, de la question de l'institution et du collectif. Il me semble que ça guide ton parcours, mais tu le diras après, et que ça se prolonge, maintenant que tu es à la retraite des institutions, par des démarches de supervision et de formation. Voilà. Et supervision et formation, je crois que c'est aussi quelque chose qui guide le travail de Jean-Marc, qui a longtemps travaillé au Centre régional autisme, donc qui a développé, un certain temps, 10 ans, et je crois que tu as développé une certaine approche théorique, tout en la reliant à une pratique. Voilà, donc je crois aussi que pour toi, la question de la transmission et de la formation, ce sont des questions centrales. Et voilà. Donc bon, c'est sans doute pas un hasard si vous êtes là tous les deux aujourd'hui ensemble. Et du coup, je vais rappeler ce que Serge Vallon disait de ce qu'il souhaitait voir être, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, le café psy. Comment il imaginait ou ce qu'il défendait en proposant ce genre de dispositif ou de rencontre. Je vais vous le lire texto parce que c'est ces paroles. Et je pense que ces paroles-là, nos deux intervenants sont tout à fait à même de les soutenir. Voilà, je le crois. Alors, le café psy, Ce dispositif, alors attendez, parce que ce n'est ni une conférence savante, ni un forum d'adhésion, ni une consultation sauvage. Un café psy vise modestement, je suis maladroite, à faire circuler des savoirs et des représentations sur nos processus psychiques, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bon, voilà. Donc, je pense que nos deux intervenants vont relier la figure quasiment mythique de Dracula, des vampires, à notre propre vie psychique. Je leur laisse la parole. Oui, c'est toi qui démarres. Ouais. Alors, Maryse a dit oui, on va s'y mettre. Effectivement, ouais, on va s'y soumettre même, parce que Dracula, c'est quand même à fond cette question du maître et du sous-maître, du maître et de ses sbires. Alors c'est intéressant parce que toutes les thématiques que tu as résumées, Maryse, sur la petite enfance, sur le corps, on va voir que Dracula, il boucle tout ça. La question du corps de la petite enfance. Et alors bon, si on peut dire, ce qui est important, on n'a pas idée que quand j'ai regardé hier soir pour voir sur Internet, il y a plus de 5000 livres de romans qui traitent sur le mythe de vampire. Il y a plus de 250 films. Le mythe a toujours existé. Je vais essayer de montrer un peu l'importance du passage entre le mythe du vampire et l'incarnation du mythe par Bram Stoker. Je trouve que Bram Stoker est un moment important du vampirisme, on pourrait dire, parce que c'est lui qui va donner
des coordonnées à ce qui était finalement uniquement sur le versant du mythe, et avec la force que ça va avoir du côté de la psychanalyse et même du côté du politique. Et c'est pour ça, Bram Stoker, je vais essayer de montrer ça, enfin un peu légèrement, nous montre ce à quoi on est soumis, finalement. Alors, ce qui est intéressant, justement, ce vampire, ce qui m'a choqué, ce qui a été le démarrage de mes réflexions, c'est une exposition à la Cinémathèque à Paris, où j'ai eu la surprise de voir sur une affiche que Marx se servait de la métaphore du vampire. Alors, quand on voit un truc, on dit oui, c'est vrai, c'est pas vrai. On peut tout afficher, on peut tout dire. Donc je suis allé chercher, grâce à des secours, parce que j'avais des idées, je ne suis pas trop universitaire, je ne savais pas trop comment chercher. Et effectivement, dans le Capital, il y a au moins 3 citations où Marx compare le libéralisme et le capitaliste à celui qui est en fonction, et il le dit clairement, de sucer du travail vivant, de sucer les forces productives de l'ouvrier pour se nourrir. Et tant qu'il y a quelque chose à sucer, il est dit un truc comme ça, le vampire ne s'arrête pas. Alors actuellement, quand même avec l'actualité qu'on vit sur le fait d'être ponctionné et des différentes ponctions qui se passent dans notre société, du côté, je ne vais pas revenir à l'histoire des banques, on voit bien que les ponctions sans limite, ce qu'on s'apprête à ponctionner, les 2 pauvres années de vie pour les gens, c'est sans limite. Il faut ponctionner encore plus. Vous voyez, il y a quelque chose d'une idée du sans limite. Et le sans limite, on va voir que ce n'est pas forcément génial. Alors, ce qui est intéressant aussi, il y a un autre nom de Dracula dans le film de Werner Herzog, c'est Nosferatu. Nosferatu, vampire de la nuit. Excellent film. Alors, Nosferatu, il y a de multiples étymologies. C'est contradictoire dans les étymologies. On ne sait pas si ça veut dire, parce qu'il y a feratu, c'est le fait de porter. Est-ce qu'il porte la nuit? Est-ce qu'il porte la peste? Est-ce qu'il porte la maladie? Alors c'est intéressant, porter la peste, parce que c'est une grande référence à la psychanalyse. Freud qui dit à Jung en arrivant à New York, il ne savait pas que nous le ramenons la peste. Voilà. Donc on voit quand même que c'est assez subversif. Et il y a une autre étymologie, je ne vous fais pas les mots dans la langue, qui pourrait dire que ça pourrait vouloir dire l'innommable aussi d'un côté, je trouve que c'est intéressant, et l'insupportable. Et ça, on va relier à la définition que Lacan avait donnée de la clinique un jour. La clinique, il avait dit, c'est l'impossible à supporter. Bon. Et dans nos pratiques, dans les institutions, quand on va y voir, on voit bien que la question du quotidien, c'est celle de l'impossible à supporter. Pas forcément du côté des gens qu'on accueille, pas forcément du côté de la pathologie, mais aussi du côté d'une forme d'organisation qui pompe pas mal, justement, les personnels. La vampirisation, on pourrait dire, des personnels. Vampirisation, vous le verrez, qui entraîne la dévitalisation, pompée de son énergie. C'est pour ça que le vampirisme est une thématique très actuelle. Il y a longtemps qu'Ehrenberg a parlé de la fatigue d'être soi, de choses comme ça. Les gens qui sont vampirisés sont des gens fatigués. C'est pour ça que je trouve que c'est une... Mais qui c'est l'autre qui aspire à la substance des gens? Voilà. À quoi on est soumis dans le pompage de nos substances vides. Alors, Dracula, vive plutôt, mais qui nous vide. Dracula, justement, sera la... Alors, je ne sais pas si c'est la métonymie, j'irais presque à dire que c'est la métaphore de quelque chose. Parce que avec Bram Stoker, Dracula, donc, qui était un mythe qu'on va trouver chez Marx, qu'on va trouver chez Lacan. Les occurrences aux vampires chez Lacan, dans les 3 séminaires, séminaire 9, séminaire 10,
séminaire 11. C'est Christine qui m'a donné les occurrences aussi, qui s'est cherchée dans, je ne sais plus comment s'appelle le truc, où il y a tous les mots chez Lacan. 3 ans de suite, il va revenir à la question du vampire. Le vampire, il va dire, mais c'est plutôt là encore sur ce que j'appelle le mode analogique. Une image pour comprendre quelque chose. C'est comme la caverne de Platon. C'est juste une image. Je ne sais pas si c'est une image juste, mais c'est juste une image, comme disait Godard. Alors, l'image, c'est, chez Lacan par exemple, c'est l'image du nouveau-né qui vampirise sa mère. Bon, l'expérience de la maternité, c'est pour ça que ça va nous poser une question très actuelle, ça c'est la question des hommes et des femmes. L'expérience de la maternité, par celles qui l'ont vécue, elles décrivent quelque chose d'un endroit ou d'un moment plutôt, d'un vide de substance et d'être relié à un objet qui les avale. Et il ne faudrait pas que ça dure. Mais c'est indispensable. On voit que les femmes ont un autre, on pourrait dire, apprentissage de la question du vampire. C'est pour ça d'ailleurs que dans Dracula, il va périr. Il va périr du fait d'une femme. Et il faut voir que dans Bram Stoker, quand il lutte contre Dracula, c'est pas Van Helsing qui va gagner. Bon, l'histoire de Dracula, Dracula, c'est dans la littérature ce vampire qui est partout, qui se balade. Ce que va faire Bram Stoker, il va faire de l'histoire de Dracula un déplacement. C'est-à-dire, Dracula, il n'est pas de chez nous. Il vient d'ailleurs. Il vient d'une autre terre, d'une terre mythique, d'une terre de légende. Et il vient à Londres avec un projet. Pas comme dans certains films où il viendrait parce qu'il est tombé amoureux d'une image de Mina. Non. C'est quelqu'un qui vient avec un projet. Et son projet est assez intéressant. Je prends les citations parce que pour ne pas dire de bêtises, j'ai quelques citations sur le projet de Dracula. Voilà, la société idéale du vampire. Alors, créer une société où des siècles durant, il pourrait rassasier sa soif de sang parmi les millions de gens qui y grouillent et créer un cercle de demi-démons destiné à s'engraisser aux dépens d'êtres sans défense. Bon, de là au libéralisme, on n'est pas loin quand même. Voilà, s'engraisser au profit d'êtres. Donc, il vient avec ce projet. Et s'il vient, c'est pour créer cette société où, avec quelques affidés, il va perpétuer l'éternité de son existence, parce qu'on ne sait pas s'il est engendré, Dracula, s'il est mort, pas mort, s'il est né. En tout cas, le non-né, il y a une étymologie de Nosferatu, mais il paraît qu'elle n'est pas pertinente. Mais c'est quelqu'un qui, par rapport à la vie et à la mort, a une place particulière. Une place un peu clivée. D'un côté, il survit dans des zones d'ombre, et encore pas tout le temps. Et de l'autre côté, il survit au sens d'un excès du vivant. C'est pour ça qu'on a plein de portes avec la psychanalyse, je trouve. L'excès du vivant de Dracula. C'est la vie qui ne connaît pas la mort, mais c'est le fond du trouble. Wilfried connaît bien François Ansermet, qui disait le trouble, c'est un excès de vivant non mortifié par le symbolique. Et je crois que Dracula va illustrer cette pulsion de la rencontre d'avant le symbolique. Alors là, Lacan en parle donc. La question du vampirisme, c'est le petit bébé qui tète sa mère. Et chez Dolto, le vampirisme, c'est quand la fin du vampirisme, c'est quand le bébé, littéralement, arrête de se nourrir directement du sang de la mère. Après la naissance, c'est le moment où il respire, où il va produire sa propre alimentation par la respiration et se désabonner
on pourrait dire, du nourrissage, de se nourrir du sang de la mer. Alors, on voit bien, puisqu'on parle de représentation du corps, moi je trouvais que c'était intéressant, parce que le mythe du vampire, je ne sais pas si c'est pas encore une métaphore, peut-être, Dracula, oui, le mythe du vampire, ce sera cette construction, ce moment du corps de l'archaïque. Qu'est-ce que c'est ce corps de l'archaïque? C'est-à-dire, on pourrait dire, et je vais osciller tout le temps, je ne vais pas trop expliquer l'œuvre, alors il faudra que vous la lisiez, parce que si je vous la spoil complètement, je vais vous spoiler des détails. Mais donc ce qui est intéressant, c'est le corps, mais d'avant le stade du miroir de Lacan. Vous voyez bien, le moment de la succion et des choses comme ça, c'est avant l'assomption jubilatoire. C'est avant qu'un tiers dise au bébé, oui, c'est toi, mon bébé, nanana. Donc, ça va nous enseigner, justement sur le corps, sur ce corps de l'antériorité. Et d'ailleurs, chez Dracula, l'image, il ne perçoit pas, il ne renvoie pas à l'image. Il ne se perçoit pas, c'est pas qu'il ne se perçoit pas dans le miroir. On ne le perçoit pas du côté du miroir. À un moment donné, ce qu'il faut dire, on peut dire que Dracula, pour son projet, a besoin d'acheter une maison aux environs de Londres et il va se mettre en rapport avec un notaire à Londres qui va envoyer un employé pour rédiger les actes de vente pour réaliser son projet. Voilà. C'est un innocent qui arrive et qui tombe dans la gueule du loup et qui va se trouver dans un premier temps, emprisonné, on peut dire, dans le château de Dracula. Ça, c'est la première angoisse. Et je parle de ça parce qu'un matin, il est en train de se raser. Il ne se passe rien, sinon qu'il se coupe, mais après. Il ne voit personne dans leur miroir, il se retourne, il voit que Dracula est derrière lui et qu'il ne le voit pas dans le miroir. Et c'est un moment dans le roman, c'est d'une horreur quand on lit ça, l'angoisse, il se passe quelque chose c'est un moment angoissant. Et Dracula ne supporte pas ça, il lui jette le miroir par la fenêtre, justement parce qu'il va voir qu'il est quelque part démasqué comme étant d'une altérité assez radicale, celui qui a un corps d'avant le miroir. On va voir l'usage du corps. Bien sûr, pas phallique, parce que c'est vraiment un corps... bon. Et d'où différentes péripéties. Alors, on partage l'angoisse de Jonathan Harker, qui est enfermé là-dedans. Et c'est un peu sans fin, ce moment. C'est long, parce que c'est très long, Dracula. Hein, ça n'en finit pas. Et on va voir pourquoi. Et ensuite, après cette vue dans le miroir, il va errer dans l'air qui lui est réservé dans le château. Et autre moment d'angoisse, et ça, elle a été partagée parce que je parlais avec un copain là, de ça. Je lui disais que je m'intéressais à Dracula. Bah, il m'a dit, je me rappelle quand je l'ai lu. Il m'a dit, il y a un truc qui m'a hérissé les poils, j'avais 18 ans, je me rappelle encore que quand je l'ai lu, j'ai senti les poils de mes bras se hérisser. Et c'est un passage où, enfermé dans le château, il voit Dracula qui sort la tête à la fenêtre, 3 étages plus bas, et puis tranquillement sur le mur, comme un lézard, passe d'une fenêtre à l'autre. Et là, c'est un moment aussi d'angoisse dans le roman. C'est encore un renvoi à l'archaïque de la biologie. L'archaïque de celui qui rampe, qui ne marche pas. Alors on voit bien, ce qui est important du côté de Dracula, c'est la rencontre avec le monde d'avant. Mais en spoilant un peu mon exposé, on peut se demander si ce monde d'avant n'est pas le futur vers lequel on court à grands pas, pour les raisons que je vous ai expliquées politiquement tout à l'heure. Alors, pourquoi je vous dis que Bram Stoker vient incarner quelque chose de nouveau dans l'écriture sur le vampire. Parce que Dracula est un roman épistolaire.
ça vient incarner quelque chose de la forme de Dracula dans le style. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le sens, c'est le style chez Bram Stoker, le style du roman. La psychanalyse, elle nous a appris à penser que ce n'est pas la signification des choses qui nous intéressent. Elle nous a appris que dans une œuvre, il y a des détails qui viennent infirmer le sens de l'œuvre, qui a un sens paradoxal dans une œuvre qui se saisit dans les détails. Quand Bram Stoker écrit Dracula, 1894, Freud commence la théorie du trauma et du fantasme. Il va bientôt écrire l'interprétation des rêves, et il va nous apprendre qu'il faut aller chercher des détails qu'on va assembler. Ce n'est pas du préconscient, des détails qui, mis bout à bout, vont donner un sens nouveau. Et c'est un peu dans cette veine que j'essaie de travailler, enfin de suivre l'œuvre de Dracula. J'essaie de partir des détails pour aller vers un sens que je trouve très intéressant chez Dracula. Alors, premier détail dans le style, c'est comme les liaisons dangereuses, c'est un échange de correspondance, Dracula. Ce n'est pas un récit, c'est épistolaire. C'est des gens qui s'écrivent entre eux. Mais tout est centré autour de Dracula. Il ne disparaît jamais, pratiquement jamais, des récits de ces personnes. C'est le point focal, mais il est absent. C'est le point qui unit tous les récits. Les personnages font des éclipses, apparaissent, disparaissent. Il y a des lettres de seconde main au second degré, donc dans cet échange de lettres. Et si on parle Dracula, si Dracula écrit, c'est de seconde main. C'est la lettre qu'il a écrite au clerc de notaire ou au notaire pour qu'il vienne. C'est des lettres qu'on cite de lui. Des lettres qui n'ont aucun intérêt, qui sont des demandes de rendez-vous, des choses comme ça. Donc, Dracula est tout le temps absent et partout présent. Premier point qui me semble important. Dracula est celui donc qui n'écrit pas. Il parle à Bram Stoker à un moment donné. Alors bon, ça, ouais, voilà. Donc ça, je vous l'ai dit qu'il vient d'ailleurs. Il vient à la fois d'un lieu différent et d'une temporalité différente. Alors il a quand même quelques obstacles, Dracula. C'est que quand il vient, c'est compliqué pour se déplacer, c'est comme Kadhafi à peu près, il n'y a pas un barnum, mais il doit dormir aussi. Peut-être il y a des... Sur le vampirisme, c'est vrai que... il doit dormir dans la terre de ses ancêtres, comme ce Kadhafi, il fallait qu'il dorme dans la tente des ancêtres. Donc il trimballe quand même 50 caisses de terre du pays natal, ce qui nécessite dans le voyage. Et ça va être une obsession dans le roman, après, pour l'éliminer, pour pas qu'il ait de repos, d'essayer de voir si les 50 caisses de terre sont toujours au même endroit, si on pourra le coincer à un endroit, ou s'il est déjà dispersé. Ce qui ferait qu'il aurait plusieurs lieux pour se réfugier. Bon, alors donc ce gars, il se pointe avec un projet qui est assez fameux, et il a besoin aussi il a des affidés déjà qui sont soumis à lui, et il va commencer son œuvre malfaisante en captant des personnes qu'il va vampiriser, donc ils vont devenir ses alliés sans pouvoir, alliés dévitalisés. Ce qui est important sur le vampirisme, c'est ça qui est actuel. Le vampirisme, c'est l'autre de la dévitalisation. C'est l'autre, on pourrait dire, de la dépression. Ce n'est pas le déprimé, c'est l'autre du déprimé. Le vampire, c'est celui qui vient se nourrir de la substance du déprimé. Donc il va jeter son dévolu sur une jeune femme qui est somnambule, qui sort la nuit parce qu'elle est somnambule. Alors, une des règles du vampire, il n'intervient pas si on ne l'a pas appelé. Donc, il y a dû avoir un appel quelque part de cette dame. Et c'est super intéressant en termes aussi de détails.
Parce que cette jeune femme qui vient d'avoir 3 propositions en mariage, qui a l'air un peu d'un dynamisme gai, disons, comme disait Marilyn Monroe, je ne suis pas joyeuse, je suis gai. Et la gaieté peut-être un peu mélancolique. Et donc, et oui, elle va tout d'un coup avoir des faiblesses. Mais ce que Bram Stoker va nous décrire, c'est là qu'il est intéressant, c'est la première rencontre de Lisa, peut-être, je ne sais plus son prénom, elle, avec le vampire. Donc, elle est perturbée, il y a quelque chose qui ne va pas. Sa copine, on pourrait dire, reste dormir chez elle. Et puis sa copine, à un moment donné, entend du bruit, elle va voir dans la chambre de Lisa. Lisa n'est plus là. Il fait nuit, il y a des nuages, il y a du vent, c'est un bord de mer. Où est-elle? Elle sort la nuit, elle ne la voit pas, elle est affolée. Tout d'un coup, elle vous devine quelque chose de blanc, qui est sa compagne, qui se balade au-dessus de la mer dans un cimetière où ils sont allés l'après-midi, un endroit de balade. Et tout d'un coup émerge, elle voit l'ami, elle s'avance, il y a des nuages, elle ne la voit pas, et tout d'un coup, elle perçoit une ombre, elle ne perçoit pas une personne. Dans la traduction des livres de poche, après, en Pléiade, c'est pas tout à fait pareil. Elle perçoit une ombre penchée sur elle. C'est le début du vampirisme. Alors ça, je trouvais ça assez fantastique par rapport à Freud, qui nous explique la mélancolie, c'est le moment où l'ombre de l'objet, phrase très difficile à comprendre, qu'on sait tous par cœur, mais qu'on aurait du mal à commenter. Qu'est-ce que l'ombre de l'objet? Mais là, dans Dracula, l'important de Bram Stoker, on n'a pas l'explication. On a, comme chez Platon, l'image qui nous fait comprendre que Lisa a invité quelque chose, et quelque chose qui va la dévorer, parce qu'elle en mourra. Et elle meurt, la première, après bien des péripéties. Elle meurt, mais c'est dur de mourir pour un vampire. Ça, l'autre point. Parce qu'il faut l'attaquer directement, il ne meurt pas spontanément. Nous, ça va. Ça vient. Ça va, ça vient. Voilà. C'est bon. Chez le vampire, il n'y a pas ça. C'est pour ça que c'est hyper compliqué. L'éternité. Ouais. Et on est obligé de lui percer le cœur avec un pieu et de lui couper la tête. Vous voyez là, quand même, c'est pas rien. Il faut s'attaquer au direct de ce corps archaïque. Il n'y a pas un mécanisme de destruction dans le corps comme chez nous. C'est pour ça, il survit, je vous disais, il est au-dessus de la vie, au sein de survivre, d'être dans un au-delà de vivant qu'il faut aller traquer. Il faut aller traquer l'au-delà du vivant du vampire. Bon, il y en a une déjà qui est morte et on ne comprend pas trop pourquoi. Et c'est là que c'est le point d'énigme, je trouve, du roman. Il va se trouver que Mina, la compagne de Jonathan Harker qui était allé voir le vampire, les scènes que racontent tous les trucs de vampire, c'est le début dans le château. Là. Bon, il réussit, je ne vous dis pas comment, il n'en meurt pas du moins. Et Mina va être, à son tour, devenir esclave du vampire. La fiancée chérie de notre héros est, à son insu, elle, on ne sait pas, mais à son insu à lui, est une alliée de l'ennemi qui est entrée dans la place, puisqu'on lui avait déjà permis une fois de rentrer dans la maison. Et ça va être toute une aventure avec un médecin, on pourrait dire positiviste, qui croit aux sciences de l'époque. Et ça va être le conflit de la science avec l'archaïque, finalement. On pourrait le schématiser comme ça. À part que, s'il n'y avait que la science, ils n'y arrivent pas tous à traquer Dracula. Et celle qui permettra la victoire, entre guillemets, du progrès, ça va être Mina, qui, envahie par Dracula, par hypnose et tout ça, va renseigner les autres sur le périple de Dracula. Mais elle est du côté des enfers, la croix lui fait des marques, enfin, elle est vraiment du côté des vampires, et elle va le laisser rentrer et le vaincre. Tandis que les autres n'en veulent pas, veulent l'éliminer,
Enfin, pour nous, du côté de la psychanalyse, il y a beaucoup de choses. Il laisse rentrer l'horreur. Elle laisse, pardon. Les autres ne peuvent pas accepter la question de l'horreur. Elle laisse rentrer l'horreur et elle va subvertir Dracula. Alors ça, vous voyez, c'est un autre point de Dracula. J'y reviendrai après. Et il y a un autre point dans ma promenade dans les détails, la question de la lumière, qui est plus ou moins, et la croix aussi. L'ail, je n'ai pas trouvé. Il y en a peut-être qui ont des racines pyrénéennes qui seront plus que moi. L'ail, je ne sais pas trop. Mais la croix, c'est très intéressant comme symbole parce que c'est la mort et la résurrection. Et ça, il ne peut pas. On comprend bien que Dracula, là où il en est, c'est quelque chose qui est intolérable pour lui. C'est quelque chose qui le freine. Bon. Alors, ce qui est intéressant, ce sont après Bram Stoker, il va y avoir les reprises. Bon, il y a Murnau, il y a Werner Herzog, Nosferatu, Vampire de la nuit, qui s'appuieront sur la veine de Murnau, le film muet, qui d'ailleurs, j'ai lu ce matin encore, le film de Murnau a été fait contre l'avis de la femme de Bram Stoker, qui a demandé la destruction de ce film. Elle a gagné au tribunal après 3 ans. Le film devait être détruit. Il a été détruit, comme le vampire, vous allez voir. Il en est resté une copie, c'est métaphorique, qui a été à New York. Il y a eu d'autres procès. Il était condamné à être détruit. Ce film, il a toujours été détruit sans cesse parce qu'il était illégal. Et il en est toujours resté des copies, puisqu'il continue, métaphoriquement comme son maître, d'exister. Mais il y a eu une histoire terrible, parce que je ne sais pas pourquoi, elle n'acceptait pas le film. Donc, dans le film de Murnau, comme dans le film de Werner Herzog, on voit que Dracula va être piégé aussi par Mina, là, qui l'a conquise, par quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'amour, et qui va faire, mais qui va perdre les pédales, qui va oublier la question de ce corps et se faire surprendre par la lumière du matin. Plutôt que de la vampiriser, dans le film de Herzog, il est comme fasciné par l'image, c'est Klaus Kinski chez Murnau, il est fasciné par Isabelle Adjani. Il la déshabille alors que le vampire n'a pas de sexualité phallique, n'a pas de jouissance phallique, c'est juste une immédiateté. Il est dans une époque d'avant. Et là, le génie de ceux qui ont prolongé ça dans la modernité nous montre que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va perdre le vampire. Autre génie des successeurs de Bram Stoker, autant Polanski, justement, que Werner Herzog, Polanski dans le bal des vampires. Si dans le livre de Bram Stoker, le vampire est vaincu, chez Polanski, chez Herzog et chez d'autres, reste le vampire est mort, mais il a eu le temps de mordre quelqu'un. Et à la fin du bal des vampires, on voit que celui qui accompagne le héros qui aurait vaincu le vampire, on constate qu'il a été mordu, donc que le vampire se perpétue en lui. Donc, et je pense que ces créateurs ont compris l'ambiguïté de Bram Stoker, qui, à l'époque du positivisme, traduit la victoire de la science sur le mal, sur l'archaïque, et en même temps, dans l'affirmation de cette victoire, on peut lire que finalement, le mythe, le Dracula n'est pas mort, finalement. Parce qu'on voit que Van Helsing n'y arriverait pas, je vous disais, et il me semble que j'avais noté autre chose. Oui, voilà. Alors, et là, c'est ça qui ouvre la troisième dimension, la quatrième, je ne sais pas, de cette histoire de vampire, c'est que d'un côté, il est présenté comme notre archaïsme, quelque chose du corps de l'archaïque, et d'un autre côté,
dans le courant du récit, quand il gagne à la fin, il est notre futur. Et politiquement, moi je trouve que c'est très intéressant, parce qu'actuellement, quand j'ai parlé l'archaïque comme notre futur, on parle de la jungle de Calais. On dit que le libéralisme, c'est une jungle. Et à se demander si dans les germes du progrès lequel, il n'y a pas aussi, dans l'aller vers le futur, un retour vers le passé, retour vers le futur, comme disait l'autre. Et ce qu'on note, ce qui est intéressant dans la modernité du cinéma, avec des gens comme Cronenberg, qui reviennent sur la question du corps brut, dans le dernier film, Les crimes du futur, on a des jouissances qui sont du côté du corps propre et de l'organe. C'est-à-dire, notre marche vers le progrès pourrait être, plus qu'une marche vers le progrès, une régression. Il me semble que le mythe du vampire et Dracula nous amène vers un avenir qui a pu sembler radieux et qui maintenant peut sembler régressif. Et c'est intéressant, c'est-à-dire régressif au sens de la jungle, de l'animalité, comme Dracula, mais comment on pourrait dire ça, au sens de l'animalité, d'une philosophie finalement animiste, c'est-à-dire, on peut dire qu'à notre époque, il y a beaucoup moins d'écrits philosophiques, de pensées philosophiques, beaucoup plus d'écrits de miroirs, Moi, je ne suis pas. Ce serait intéressant de suivre les évolutions de l'art par rapport à ces questions. Il y en a qui sont plus spécialistes de moi par rapport à ça. L'idée du progrès, c'est quand même assez banal, l'idée du progrès et de la régression. Mais que croyant aller vers le progrès, ce que je disais dans le départ, on pourrait courir vers une régression ignorée. Qu'on court vers une régression, c'est pas grave, à condition qu'on le sache. Ce qui n'est pas grave, c'est pas grave les buts. Mais ce qui est grave, c'est la question de la méconnaissance actuelle, peut-être. L'inondation du progrès, qui serait peut-être un archaïsme. Tout comme le texte de, je crois que c'est Smith qui dit l'idée de la liberté. Chacun ses jouissances, la main de Dieu fera le reste. Théorie animiste. Les marchés s'autorégulent. C'est-à-dire, il y aurait quelque part une puissance. Si on fait appel à une puissance qui serait bonne et qui s'autorégulerait, s'il y a du bon quelque part, il y a son envers. Et le mythe, l'intérêt du mythe de Dracula, c'est de nous amener à l'antériorité de la question du progrès, au fondement de l'humanité, finalement, au côté, au sous-sol, j'ai envie de dire. Et Dracula, c'est l'être du sous-sol. C'est l'être qui vient du sous-sol. Alors, cet être du sous-sol, on peut se contenter de dire qu'il est horrible et de vouloir le détruire. Mais la morale un peu de Dracula, c'est qu'il faut l'ingérer pour le détruire. Et c'est plus intéressant qu'une orientation phobique par rapport, peut-être, à ce de quoi on est constitué. Mais si on y réfléchit, c'est un peu, je dirais, la leçon de la psychanalyse. Quand Lacan disait « c'est pas une bonne nouvelle », c'est se confronter à quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'il y ait. Et Dracula, c'est cette place-là. C'est ce qu'il ne faudrait pas qu'il existe. Il ne faudrait pas que ça existe, mais on ne peut pas empêcher que ce soit là. Je pense que ça nous amène à un point qui peut paraître un point d'impasse, mais qui est certainement un point heuristique. Voilà, pour résumer en gros quelques picorages chez Bram Stoker. C'est trop long, mais ça va. Non, pas long, mais tellement, on va dire, tu embrasses la complexité de ce thème et tu ouvres tu tires des tas de fils. Donc, oui, et bon voilà, ça nous met au travail d'une façon un peu, on va dire, intense, peut-être. Voilà, on a besoin un peu d'y réfléchir, mais bon, voilà, je pense que ça fait écho, hein, certainement pour chacun,
voilà, c'est comme un gisement où on repère que effectivement on peut aller prélever des éléments, voilà, qui peuvent être propices, hein, on va dire, à un travail de pensée. Bon. Alors, moi, c'est sans doute plus rudimentaire, mais j'ai pensé que le bébé pouvait être associé à l'image du vampire, hein, mais j'ai pensé que la mère aussi vampirisait le bébé parfois. Hein, donc, voilà. Où est le vampire et qui est le vampire bon, voilà. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est faire circuler le micro, pas le métro, faire circuler le micro voilà, après ce premier temps où tu as ouvert des tas de perspectives où chacun ou a peut-être envie de tirer un fil. Alors voyons, est-ce que voilà, sans c'est bon là, oui. Un très grand merci. C'est formidable, effectivement, c'est hyper dense, donc il y a beaucoup de pistes. Alors je prends tout à fait modestement la parole. Je suis pas du tout psy, je viens de l'histoire de l'art, mais ça a évoqué peut-être trois ouvertures pour moi, enfin, une foule de questionnements, mais 3 choses. Et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez, parce que lorsque vous avez parlé de la maison de Dracula, ça m'a fait penser au film de Pasolini sur le salaud de Sade, et donc le lien avec le fascisme. Ça serait la première question qui remet en lien le mythe et le politique. Et de quelle manière, en fait, et ce qui est du registre de l'hallucinatoire, justement, et du politique, et qui le ramène à notre choix et à notre possibilité de résistance. La deuxième chose que j'ai pensé en vous écoutant, c'est que quand vous disiez que ce vampire était juste dans l'immédiateté, en fait. Finalement, il a du corps, mais il n'a pas de corps aussi. Et ça m'a fait penser aux analyses de Françoise Coblan sur la question du dandysme. Et tout un développement qu'elle fait sur le dandysme, comme le dandy étant celui qui est dans la pure surface, mais sans corps, sans consistance, qui n'est que du semblant et qui n'est que du paraître, mais qui n'est rien, en fait. Et c'est pour cela aussi que si ça aussi, ça nous renvoie aux politiques, ça nous renvoie à la question de à quoi est-ce que nous nous soumettons, qui est finalement pas grand-chose, en fait. Et puis, alors, il y a une troisième chose, mais parce que je travaille en ce moment sur des productions artistiques qui viennent d'Afrique et qui sont très en lien avec des philosophies africaines et avec une manière de se réapproprier une histoire des philosophies et des mythes autres, en opposant un décolonial ou un postcolonial à l'Occident et à ses propres schémas d'opposition de la science et de, vous avez dit, du vivant, enfin de l'animal. Et en disant, mais c'est pas l'animal. Et en fait, nos mythes, on n'y croit pas forcément nous-mêmes, pas plus que les Grecs croyaient à leurs mythes. Mais nous opposons autre chose, c'est-à-dire d'autres manières d'être au monde et de le percevoir. Et d'ailleurs, on n'est pas trop convaincu non plus par les analyses des anthropologues comme Descola qui mettent le monde au carré en 4 grandes partitions, parce que c'est aussi autre chose que cela, ce que l'on peut défendre aujourd'hui. Enfin voilà, c'est tout un travail qui se fait aujourd'hui et je pense à Myriam Hindou qui va prochainement exposer au musée du Quai Branly et qui travaille justement là-dessus. Bon, voilà, je ne veux pas développer, mais enfin, voilà, c'est mes 3 réactions. Oui, voilà, je ne peux pas vous répondre directement parce que je n'ai pas votre compétence sur la précision des domaines, mais sur la logique, effectivement, quand vous parlez de l'immédiateté et des choses comme ça, on voit bien que Dracula, dans son caractère, est impulsif, vise la satisfaction, et c'est l'antinomie de la question de la pulsion. Et dans les institutions au quotidien, moi ça m'intéresse aussi parce qu'on est
avec des enfants, là par contre, réels, chez qui la distanciation, l'espace et le temps n'existent pas. On dit qu'ils sont pulsionnels, mais ce n'est pas un défaut d'être pulsionnel. Le problème de l'impulsion, c'est qu'il faut cette énergie. Et ce qu'on en a appris un peu, c'est qu'il fallait... C'est pour ça, je vois un peu ce que vous dites. Mais ce qu'on découvre, on met en avant du côté de la psychanalyse, c'est qu'il ne faut pas confondre pulsion et besoin. Le besoin va du côté de la satisfaction. Pour la pulsion, il y a besoin. La pulsion, c'est quelque chose qui va prendre du côté du corps, comme on parle du corps, par les zones érogènes, qui est une première rencontre du corps et du langage, d'une localisation, qui va faire qu'à partir des zones érogènes, on va passer de l'immédiateté du bébé, que Freud qualifiait la sexualité du bébé de perverse polymorphe, pas au sens de la perversion, mais au sens où elle était partout, et que les zones érogènes vont venir logifier, amener une logique, quelque chose qui va faire que la pulsion va rentrer dans des circuits et dans une forme d'écriture. Tout n'y rentre pas, et après il y a la question de la jouissance, du refoulement par rapport à cette écriture. Bon, on n'est pas là pour expliquer ça, mais il va y avoir un mécanisme qui va faire que va s'instaurer un objet autour duquel la pulsion tourne pour revenir vers le sujet. C'est-à-dire une énergie qui tourne en boucle et qui est constante. Le besoin étant la satisfaction. C'est pour ça qu'on a toujours l'énigme du bébé avec le vampirisme. Le bébé se nourrit, mais il ne fait pas que se nourrir comme le vampire. Il garde un résidu d'énergie pour téter le vide. Le vampire, il ne tète pas le vide. Il absorbe. C'est pour ça qu'il est à une autre étape. C'est un autre corps, effectivement. Alors, le piège serait de penser que l'archaïsme d'autres cultures, il serait à d'autres étapes d'une antériorité. Et vous avez très bien dit qu'il ne faut pas le bâtir en chronologie, mais en différence et en confrontation, en rencontre, plutôt qu'en explication au carré. Comme vous dites, ça, Et alors, la question du vampire aussi, c'est... Il n'y a pas la question de la pulsion. La pulsion est ramenée au besoin. Et chez ces enfants, je travaille beaucoup avec des enfants qui ont des troubles du lien, on est obligé de trouver justement des procédés d'écriture, des procédés de récit. Tu le sais très bien, Thomas Ries, tu as beaucoup travaillé ça, l'écriture, avec ceux qui voyaient moins bien et ceux qui étaient aussi des enfants qui étaient perturbés par des immédiatetés qui empêchaient la mise en récit, auxquels il ne faut surtout pas faire raconter leur histoire, comme on disait à un moment donné, racontons-leur leur histoire et ils iront mieux, surtout pas. Apprenons-les à mettre en récit à partir de faits quotidiens, anodins. Apprenons le mécanisme de l'écriture et du récit pour essayer de dérouler qu'une pulsion qui ne soit pas satisfaite puisse, ou pas complètement, puisqu'on sait que Freud, les deux débouchés à la pulsion, la sublimation et le symptôme. Donc ça veut dire, au niveau, c'est pour ça que la question de l'art est quand même centrale, au niveau de ces enfants qui vont très mal parce qu'ils sont pas forcément, ils n'ont pas été élevés dans les mots forcément. Je lisais un livre adolescent de l'illimité où elle parle d'une gamine, l'auteur, elle dit, c'est pas des mots qu'elle a eus. Les mots, c'était comme les pierres que jetait sa mère pour l'éloigner de la maison. L'insulte, par exemple, c'est pas des mots. C'est pas du langue, c'est une forme de mot qui est du réel. Et ça fait des percussions d'immédiateté. Et c'est pour ça que c'est la clinique aussi contemporaine de ces adolescents où justement on fait appel à des médiations, on fait appel à l'art, à des choses comme ça. Mais c'est pas simplement l'art en tant que tel, c'est l'art pour donner accès à une temporalité, une spatialité, à un récit, à un après-coup, à une dimension de temporalité et d'espace, dans laquelle n'est pas le vampire, même s'il vient de loin, s'il s'est déplacé, il est dans un projet immédiat, d'immédiateté, non pensable, non interrogeable, un besoin immédiat. Et ça, ce n'est pas la pulsion, justement, ce n'est pas la construction du pulsionnel. Quelle différence, il faudrait dire, il y a entre la pulsion, qui est destructrice, déliée, et la question qu'on pourrait appeler pulsion de mort, Freud disait il n'y a que la pulsion de mort, et le trajet pulsionnel, c'est-à-dire que la pulsion s'amorce et tourne autour d'un objet et nous fasse oublier certaines choses. La question du corps, c'est
On peut se demander ce qui est arrivé à Dracula. Qu'est-ce qui... Et qu'on ne... Et on ne sait pas. Mais on peut se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, il y en a qui présupposent que ce Dracula serait le descendant de quelqu'un qui aurait lutté avec les chrétiens contre les Turcs, un Vlad l'Empaleur, qui aurait été quelqu'un qui aurait... Ouais, ça commence bien. Qui aurait massacré des milliers de personnes d'une cruauté. Alors, Coppola, dans son film, il en fait une histoire de vengeance, mais là, ça psychologise. On ne sait pas, mais bon. Et moi, j'ai pensé, alors on pourrait dire l'antithèse, mais c'est quand même ça un peu à voir avec la pulsion aussi. J'ai pensé aux Ailes du désir, le film de Wenders, où ces anges qui planent au-dessus de la ville et viennent, eux, protéger les humains, certains d'entre eux, à un moment donné, ont envie d'entrer dans la chair du sujet et de tenir une tasse de café bien chaude et d'aimer. On voit l'acrobate qui séduit un des anges. Bon, voilà, c'est une autre... Peut-être parce que le vampire me fait peur et que je préfère aller du côté des anges. Mais voilà, il me semble qu'il y a aussi quelque chose là d'un devenir, enfin, qui s'incarne, qui est du côté de la pulsion, mais là, qui est... oui. Est-ce que quelqu'un... Oui, merci Jean-Marc. Avant de préciser ma question, je trouve que c'est fondamental ce que tu rappelles sur la pulsion, qui est une construction, et que quand on parle des jeunes qui sont très pulsionnels dans les institutions ou ailleurs, je trouve qu'on se trompe de terme, et qu'à le prendre de ce côté-là, effectivement, on n'appréhende pas le phénomène qui traverse ces jeunes. Moi, j'aime bien utiliser le terme de libido, c'est-à-dire je préfère dire qu'ils sont libidinaux, mais pas pulsionnels. Voilà, parce que la libido, on a de la chance d'avoir beaucoup de termes en français, qu'on peut en tout cas en France utiliser beaucoup de termes dans la langue française, et qu'effectivement, la libido n'a pas besoin d'être construite. C'est ce qu'il y a avant. Voilà, c'est ce qui est l'héritage direct du vivant. Et là, moi, quand tu parles de Dracula, ça me fait penser à la libido quand même. La libido quand elle n'est pas pulsionnalisée. Donc voilà. Donc la pulsion, c'est une construction et c'est un principe d'arrêt. C'est-à-dire, donc c'est mal nommé ces jeunes qui sont dans la course en avant. Moi, je trouve que c'est un très mauvais terme de dire pulsionnel. Il faudrait dire libidinal. Voilà, parce que la pulsion, c'est l'arrêt. C'est-à-dire le 0, le 1, c'est commencer et s'arrêter. Le pulsionnel, c'est vraiment la possibilité de s'arrêter. Voilà, alors qu'on le décrit pour des choses qui sont des fuites en avant. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très précieux et que c'est une construction psychique et que donc, comme toute construction psychique, elle peut avoir des défaillances, elle peut avoir voilà. Donc ça, je trouve que c'est très précieux de dire ça et que quand on rentre dans les détails, il s'agit vraiment quand même de préciser et de faire une différence entre libido et pulsion. Ma question, ça porte sur... Tu as parlé de mythe. Alors le mythe, en psychanalyse en tout cas, ça a une définition précise. C'est une fiction. C'est pour ça que les Grecs n'ont pas besoin de croire au mythe. C'est pas fait pour y croire. C'est une fiction qui enferme une vérité sur l'universel de l'humain. Donc il y a le mythe d'Oedipe, il y a le mythe de ceci, de cela. Donc en psychanalyse, ça n'atteint ce statut de mythe qu'à cette condition de cette définition. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit de construire un scénario qui vient enfermer une vérité. L'équivalent en termes lacaniens, c'est la structure, ce qu'on appelle la structure. Donc pour Lacan, l'équivalent chez Freud de sa structure, grosso modo, c'est les mythes. En tout cas, l'utilisation qu'il fait des mythes qu'il n'a pas inventés. Hein. Mythe d'Oedipe, mythe de Totem et Tabou. Voilà, mais c'était un scénario qui a été repris et donc voilà. Donc tu as utilisé le terme de mythe. Est-ce que c'était dans ce sens précis? Tu as parlé aussi de métaphore ou d'image au sens du mythe de la caverne, de l'image. Donc tout ça c'est pas pareil quand même. Une métaphore c'est pas une image et c'est pas encore un mythe.
Donc, est-ce que tu irais jusqu'à... bon, on sentait bien que tu parlais du mythe du vampire, mais on ne sait pas encore si tu le considérais dans ce sens précis. Donc là, où t'en es de tes élaborations, est-ce que tu irais jusqu'à travailler bon, je ne sais pas si on peut y répondre comme ça rapidement, mais est-ce que tu irais jusqu'à réfléchir à faire du vampire quelque chose du mythe jusqu'au mythe dans ce sens-là, quoi. Voilà. Oui, je te suis et je vois que tu me précèdes et en même temps, justement, l'enjeu de ce que je disais, parce que là, tu vas voir derrière, là, et l'enjeu, c'est de dire, la question du vampire est un mythe, ok, parce que c'est l'analogie, c'est un mythe au sens où, comme tu as dit, c'est la vérité de chacun, on pourrait dire. C'est universel. C'est la forme imagée d'une vérité universelle. Le mythe est la forme épique de la structure. Okay. Deuxième point, la différence entre le vampire et Dracula. Le vampire est du côté du mythe, de la métonymie, de quelque chose de quand même. Dracula, c'est le nom du mythe. Et c'est la métaphore un peu, ouais. En ce sens-là, Dracula a une histoire. C'est pour ça que dans la question du corps, c'est l'incarnation du mythe du vampire. Le mythe du vampire a toujours existé. Dracula, c'est un virage parce qu'il a une histoire. Et ils viennent de là. C'est un sens nouveau qui naît du mythe du vampire, je trouve. Il y a plein d'éléments. Il amène Bram Stoker de détails qui font que ça devient une métaphore. C'est un nom. Dracula, c'est un nom. C'est plus le mythe du vampire, c'est Dracula. Alors après, il faut voir, tu as raison, c'est compliqué cette question dans la filmographie. Dracula a eu du succès. On ne peut pas imaginer les films qu'il y a à propos du vampirisme. On ne sait pas si c'est Dracula, si ça s'est vraiment métaphorisé, ce mythe. Mais je crois que Bram Stoker, dans la forme d'écriture qu'il a fait, c'est pour ça que j'ai insisté sur le style, l'écriture, la place, c'est des questions plus métaphoriques. C'est la métaphore de quoi et c'est la métaphore de l'humanité, peut-être, cette histoire-là. On passe avec Bram Stoker, je pense, de la métonymie à la métaphore, finalement. Il me semble que c'est important. Et c'est pas rien, parce que c'est au moment où va venir la psychanalyse aussi, qui va. Freud, quand il dit dans l'introduction à l'interprétation des rêves, je crois que c'est, ou ailleurs, il dit qu'il ouvre les portes de l'enfer. Je vais faire bouger les démons de l'enfer. Et c'est intéressant parce que Bram Stoker aussi vient nous dire qu'il y a un enfer. Et ce Dracula, ça veut à la fois dire il y a eu ou il y avait un enfer, mais c'est à la fois il y a tout le temps il y est, et peut-être ça finira comme ça. La lourdeur du mythe, c'est pour ça que ça angoisse. Et même de cette métaphorisation sur la personne, c'est qu'on a l'impression, ça donne l'idée que ça ne disparaît pas. Et c'est vrai. Et à ce sens-là, on peut aller du côté de la métaphore et pas simplement d'images mythiques, même si le mythe concerne la structure. On ne peut pas décoller non plus le mythe de la structure. La métonymie, elle va amener la métaphore aussi. Je veux dire, on peut pas, on est humain, on ne décolle pas l'image du symbolique. On en a besoin pour pouvoir penser les choses. Mais Dracula, je pense, à l'orée du XXe siècle, ça désigne une direction qui, pour moi, est la même que celle de la psychanalyse, et un peu la même que celle dont parle Marx, qui, lui, espérait qu'il y ait une sortie de ça. Mais la sortie a été le retour aux sources. A été le retour à la barbarie, quelquefois, dans certaines sociétés qui ont écrit ça. C'est là que c'est important. Comment ne pas y retourner? Comment ne pas retourner d'où on vient? Ça voudrait dire, pour vous dire vite ta question. Merci pour tout ça. Juste, vous disiez mère vampire, et il faudrait le rechercher, mais il y a au moins une occurrence dans la Bible, je crois l'Ancien Testament. Lilith, elle mange le fœtus du bébé mort-né.
Donc là, quand même, ça date pas de hier. Et en t'écoutant, je me disais, parce qu'on en a déjà un peu discuté, mais là, il me vient quelque chose. Je me demandais si ce vampire, c'était pas l'autre nom du réel, c'est-à-dire ce qui est impossible. Impossible, c'est l'immortalité. Et je ne sais pas si ça condense pas, je ne sais pas ce que tu en penses, cette idée-là. Si, t'as plus que raison, parce que j'ai glissé des trucs étymologiques que j'ai trouvés ce matin, parce que c'était... Et là, l'étymologie vient confirmer quelque chose, les mots viennent confirmer quelque chose. Quand tu dis ça, une des étymologies, c'est quand même du côté de l'innommable et de l'insupportable. Donc c'est pour ça que ça nous renvoie à quelque chose, cette histoire-là, comme disait Lacan, je l'ai dit vite, mais la clinique, c'est ce qui est, c'est voisiné avec l'insupportable. Et je crois que cette terminologie du vampirisme nous amène quand même à penser cette question-là. Et alors, après l'autre point dont tu parlais, excuse-moi. Non, j'ai juste fait un rappel sur la Bible, la mère. Oui, mais ça, oui. Et non, tu n'avais pas une autre question, il me semblait qu'il y avait un autre point à répondre. Moi, vraiment, ça ne m'était pas venu dans nos échanges que vraiment ça condensait, ça fait figure du réel. Après, le réel. Je me suis rappelé, peut-être ça nous amène trop loin, je ne sais pas, mais je me suis rappelé que j'avais survolé un jour, je ne sais pas comment il s'appelle, qui disait que le vampire, ça pouvait être ce qui symbolisait le phallus maternel aussi. Oui, j'ai lu ça. Tu as lu ça aussi, oui. Peut-être. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Non, mais ça, c'est compliqué parce que c'est du côté de la signification. Ça signifie effectivement, on pourrait donner plein de sens et plein de choses. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, j'en ai lu plein de trucs, mais ça alourdissait encore, c'est la question de la structure, comme a dit Wilfried, de cette... Mais effectivement, ça renvoie à quelque chose de l'impossible, à quelque chose de l'innommable, de ce qui ne peut pas se nommer. Maryse, elle a parlé à l'introduction de l'inquiétante étrangeté, la référence que tu faisais. C'est le familier qui est étranger. Et je crois que le vampire, cette question, c'est ce qui est le plus familier de nous et auquel on est le plus étranger. Ce qui m'intéressait, c'était le point, plus que les significations et les interprétations, c'était des points à quoi ça renvoyait du côté de notre accroche à l'humanisation et à la structure. Que c'était un point noir, fictif de notre humanisation, mais derrière cette fiction, comme disait Wilfried, la vérité, il y avait pas mal de vérité. Alors après, je n'ai pas répondu à Wilfried, surtout parce que je suis en train d'écrire un truc sur la pulsion, justement, et c'est compliqué. Et il y aurait plein de choses à dire. Et je vous conseille, par rapport à ça, de vous revoir Basic Instinct sur la question pulsionnelle, justement, et de l'amour avec la jouissance, l'amour et tout ça. On n'est pas sorti. Merci infiniment, parce que du coup, on a envie, enfin moi j'avais envie que tu continues à raconter des histoires. Et ça me fait penser à l'histoire de Scheherazade, hein, parce que c'est aussi une forme particulière peut-être de vampirisme, puisque le sultan fait parler Scheherazade, lui fait raconter des histoires, hein, parce que vous savez, il a une pulsion, enfin je ne sais pas si on peut dire une pulsion, ou un mouvement qui le conduit à tuer les femmes, ce sultan-là, dans l'histoire, dans les 1001 nuits, quoi. Et le seul moyen de retenir cette pulsion ou ce mouvement, c'est qu'on lui raconte des histoires. Et donc, c'est les mots, c'est le récit. C'est Scheherazade raconte très bien les histoires. Voilà. Et on peut dire que mais que le sultan, il vampirise la capacité narrative de Scheherazade, quoi. Hein, parce que comme elle est soumise quand même, elle est soumise au risque de périr, quoi, et que la condition pour pas mourir, c'est de pouvoir continuer à raconter des histoires. Et je me suis dit, mais c'est un peu ça avec toi, parce qu'on a envie que tu continues à raconter des histoires. Tu vois, en disant, voilà, continue à raconter. Voilà, continue à nous raconter quelque chose, sinon il va y avoir un malheur, quoi. Il faut pas s'arrêter, quoi, de raconter des trucs. Bon.
Voilà, penser à cette histoire. Bon, alors moi j'étais vraiment content de rencontrer. Enfin, tu m'avais convié, invité d'ailleurs, hein, à écouter un débat qui était il y a 2-3 ans là sur. C'était les Croix Marines qui avaient mis ça en place. C'était au Cosmo là, à l'Utopia, et c'était sur le film de Coppola sur le vampire, quoi. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le film est fabuleux. Et je me suis dit, mais cette histoire de vampire, cette figure, hein, alors peut-être, cette figure qui est en train de devenir un mythe, parce que finalement, personne décide que quelque chose doit devenir un mythe. Ça devient un mythe. Et à partir du moment où c'est surutilisé, quoi, hein, où c'est utilisé de façon transversale dans l'espace culturel, ça devient un mythe parce qu'il y a plein de gens qui s'en servent, hein, et que ça communique quelque chose, ça relie quelque chose. Ça parle de quelque chose à un moment donné, ça devient un mythe, ça parle de l'époque, du moment et de sa place dans cette époque-là. Voilà. Donc peut-être qu'à ce titre-là, Dracula peut avoir le statut de mythe. Enfin, moi, je lui donnerais très volontiers. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on trouve sur les abribus, là, une publicité de McDo où il y a, c'est sur les frites végétariennes. Parce que McDo fait des frites végétariennes, et pour représenter ce nouveau produit, cette offre, quoi, alléchante, il y a Dracula. C'est Dracula en bio et en végétarien, qui vous l'avez vu sûrement, hein, parce qu'on le voit là par là, actuellement. Actuellement, je me suis dit, mais il fonctionne bien, quoi. Il fonctionne, il récupère le vert. Alors il est vert et rose, hein, sur cette publicité, quoi. Voilà, bon. Donc ça fonctionne, hein, voilà. Le mythe, on peut dire le mythe aussi, hein, peut-être pour parler un peu comme Deleuze, le mythe, ça fonctionne. Voilà, ça devient un mythe parce que ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne dans tous les sens, pas dans un seul sens. Alors, moi je trouve que tu nous as fait une étude fondamentale, hein, par rapport à la question de la pulsion, parce que voilà, donc je voulais revenir à cette histoire de quand tu m'as convié à ce débat, j'ai trouvé ça vraiment très bien, et je me suis dit, mais ça peut beaucoup aider. Ça peut beaucoup aider pour un problème que vous avez évoqué, qui est comment on peut penser le travail avec les jeunes, hein, les jeunes d'ITEP, qui étaient avant les jeunes d'Institut de rééducation, hein, qui sont des jeunes qui mettent les équipes en difficulté. On ne comprend pas comment les caser, on sait pas comment, on comprend pas ce qu'ils ont. En fait, on comprend pas bien ce qu'ils ont, hein. On ne sait pas trop où les situer. Enfin, c'est comme ça qu'ils en parlent, les équipes en parlent, les psys aussi en parlent. On ne sait pas les cataloguer. Les catalogues ne fonctionnent pas avec eux, hein, on ne sait pas dans quelle case de la psychopathologie il faudrait les mettre. Ils sont intelligents, hein, ils sont intelligents, mais ils ne savent pas se tenir. Alors c'est quand même étonnant, c'est paradoxal, hein, ils ne savent pas faire avec les autres. Ils sont intelligents, mais ils ne savent pas faire avec les autres. Pourtant, c'est simple. Il suffit de regarder comment on fait avec les autres, voyez. Donc eux, ils sont intelligents, ils sont extrêmement observateurs. Ils savent trouver des astuces pendables, des fois, et souvent, hein, très intelligentes pour truander, etc., transgresser, mais ils ne savent pas faire avec les autres. Alors, là, les gens, ils se cassent la tête, hein. On ne comprend rien, quoi. On ne comprend pas. Alors je me suis dit, là, Dracula peut nous aider, hein. C'est un peu de là que je suis parti. En tout cas, moi, j'ai tiré un fil de ce côté-là. Il peut nous aider parce qu'il a un corps paradoxal. Il est dans la paradoxalité, ce Dracula. Et le premier paradoxe dans lequel il est, le plus fondamental, c'est qu'il est mort et vivant. Enfin c'est un peu l'héritier des morts vivants, hein. Alors, sur un plan anthropologique, je n'ai pas étudié, mais il semblerait que le mort vivant, ça soit un invariant anthropologique. Il n'y a pas de culture où il n'y ait pas une représentation du mort-vivant, d'une façon ou d'une autre. C'est donc une figure anthropologique, un invariant anthropologique. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse, moi je ne suis pas anthropologue, mais c'est une hypothèse que je trouverais plausible intuitivement. Hein. Donc il n'est pas mort, il n'est pas vivant, hein. Je me suis dit, mais voilà, il fallait quand même trouver ça. Hein. Il fallait trouver ça. Ça veut dire très exactement qu'il n'a pas de place. Ni mort ni vivant, ou bien mort et vivant. Ça veut dire qu'il a un problème avec la place. Hein, voilà. Alors ça déjà, je me suis dit, c'est une bonne entrée, ça. Alors c'est un peu une autre entrée que l'entrée de la pulsion, on va le voir. Ça va nous articuler avec le mythe de Narcisse. Hein,
Narcisse ne représente pas la pulsion, il est plutôt apulsionnel, puisqu'il s'intéresse, il est pris dans l'image, etc. Mais là aussi, le mythe de Narcisse raconte quelque chose. Ovide, par exemple, dans les Métamorphoses, traite du mythe de Narcisse, ne traite pas du mythe d'Œdipe, par exemple. Donc il y a quelque chose pour lui de plus lesté, ou de plus essentiel, ou de plus prioritaire ou urgent à évoquer que le mythe d'Œdipe, c'est ce mythe de Narcisse. Voilà. Alors je me suis dit comment on peut travailler la question de ne pas avoir de place. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on se dit, tiens, finalement, ces jeunes qui ont ces difficultés de comportement, soit du côté de l'inhibition, soit du côté de la transgression et de la socialité ou de l'antisocialité, comme dit Winnicott, ils souffriraient de quelque chose qui est ne pas avoir de place. Et qui parle de ça ? Qui parle de ça, par exemple, on pourrait faire parler de ça, parce que le mythe c'est aussi ce qu'on fait parler, Dracula. On pourrait imaginer recevoir Dracula en psychothérapie, vous voyez, Dracula chez le psy, ou Dracula va voir le psy, et en disant, écoutez, je suis ni mort ni vivant, je suis dans la merde. Faites quelque chose, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, quoi. Vous pouvez imaginer. Mais en fait, les patients viennent un peu comme ça, quand même. Alors c'est peut-être pas à ce degré-là, quoi. Mais si je ne sais plus où j'en suis, il faudrait que je fasse un peu le point. C'est quelque chose comme ça. Alors, chez les jeunes d'ITEP, parce que c'est quand même cette question clinique qui, moi, me tient depuis que je fais de la clinique, quoi. Je me dis, mais ils souffrent de ne pas avoir de place, mais ils ne peuvent pas penser le problème. Parce que quand on n'a pas de place, on ne peut pas penser le problème. Tiens, il y a des espèces de problèmes logiques, là. Et plus on est intelligent, moins on peut poser le problème. Parce que plus on construit des interprétations, alors qu'il n'y a rien à construire, il suffit de je ne sais pas quoi, de se distancer ou de s'externaliser, mais précisément, on ne peut pas. Parce que pour s'externaliser, il faut une place. Il faut, vous voyez, se déplacer. C'est-à-dire quitter une place pour en occuper une autre. C'est un peu l'histoire de la théorie de l'esprit, chez les neurocognitivistes, etc. Se mettre à la place de quelqu'un, oui, mais il faut avoir une place pour se mettre à la place de quelqu'un, vous voyez. Donc ça pose tout le problème du positionnement, et de ce que j'ai imaginé à travers un petit concept bricolé, comme on fait, parce qu'il faut bricoler du concept tout le temps pour se saisir de la clinique, pour essayer de faire un récit sur ce qui se passe. Je me suis dit, tiens, peut-être ça serait pas mal d'évoquer quelque chose qui pourrait s'appeler la consistance subjective. Et on peut être très intelligent et ne pas avoir de consistance subjective. Ne pas avoir de consistance. Qu'est-ce que la consistance subjective ? Voyez, comment on peut se faire consister et faire consister le lien à soi et le lien aux autres, au monde. Et comment ces rapports peuvent ne pas être consistants, peuvent être flottants, ils peuvent être inconsistants, ils peuvent être flous, dissipatifs, pour reprendre un terme d'Houry. Alors comment faire consister cette histoire-là ? On va dire que c'est des problèmes de consistance, c'est des problèmes de place, vous voyez. Je vous dis Deleuze, allez Gilles, viens, aide-nous, parce que lui, il était bon pour penser des histoires comme ça. Comment on peut aider quelqu'un à prendre place ? Alors, moi, j'ai pensé aux premiers éducateurs, par exemple, laïcs, parce que les éducateurs, il y en a toujours eu, et notamment des éducateurs dans la tradition confessionnelle, mais parmi les premiers éducateurs laïcs qui sont proches de nous, donc il y en a un qui est souvent cité, c'est Makarenko, qui était un instituteur soviétique, qui après la Révolution, en 17-18, s'est occupé, il est devenu éducateur, d'instituteur devenu éducateur, parce qu'il y avait des besoins énormes pour aider des jeunes qui étaient sur les routes. La Révolution, les crises, la succession des crises avait mis des hordes de jeunes, de gamins sur les routes. Et il s'est dit, ça c'est notre devoir révolutionnaire à nous de nous en occuper quand même de ces jeunes. Alors, comment on peut les réorganiser ? Comment on peut leur redonner une place ? Il a trouvé que finalement il y avait deux choses à faire avec ces jeunes. C'était très concret. C'était les responsabiliser et les faire participer.
Quand vous commencez à avoir des moyens, des dispositifs, comme tu disais, pratiques, pour responsabiliser les gamins, il faut qu'on se fasse une cabane, il faut construire un toit, il faut aller chercher de l'eau, il faut faire la soupe, il faut s'organiser. On va se responsabiliser, on va s'organiser. Et ça demande qu'il y ait de la participation. Et ben alors là, il y a quelque chose qui prend consistance. Voilà. Ça, c'est le début. Le début, et il y a quelque chose là du radical de l'action éducative spécialisée, si on peut dire. Voilà, il y a quelque chose qui prend consistance là. Alors bon, donner de la consistance subjective, ça ne se fait pas. Mais on peut trouver des moyens pour que quelqu'un construise sa consistance subjective à travers des actions pratiques. Des actions pratiques, c'était les Romains qui avaient déjà compris qui avaient construit eux aussi un concept, là, qui était un concept qu'ils ont appelé... qui est l'ancêtre du terme de dispositif, l'étymologie du terme de dispositif, qui est la dispositio. La dispositio, c'était l'art de l'aménagement, de l'agencement. Voilà, c'est l'agencement de la maison, l'agencement des espaces de convivialité, l'agencement de l'intérieur, l'agencement de l'espace public. Ça, c'est la politique. Comment on va disposer et se disposer, et disposer les choses et se disposer dans des espaces. Enfin, bon. Il y a le petit bouquin là d'Agamben, c'est là que j'ai appris ça, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais c'est à propos du dispositif. C'est tout petit, Giorgio Agamben. Qu'est-ce qu'un dispositif? Voilà. Qu'est-ce qu'un dispositif? Voilà, donc il parlait de la disposition. Donc quelqu'un qui n'a pas de place, c'est quand même quelqu'un qui a manqué de disposition, qui n'a pas construit de la position parce qu'il a été il a été indisposé ou il a été pris dans des dispositions qu'on lui a imposées. Voilà, bon, voyez, bon. Et on peut commencer sur ce fil à travailler quelque chose et on se dit, tiens, mais quand même, cette histoire de pathologie narcissique, finalement, on peut lui faire dire quelque chose, parce que c'est un mot auquel il est difficile de faire dire quelque chose, le mot narcissique, tiens, c'est un pervers narcissique, ok, bon, enfin, c'est des choses un peu fermées quand même. Mais comment on peut déplier ça, quoi? Bon, voilà, j'étais un petit peu sur ces questions, et je me disais que, bon, Dracula, c'est quand même typiquement quelque chose, quelqu'un qui présente une figure, c'est une figure du repli sur soi, ou comme tu disais, de la pulsion, ou de l'échec de la pulsion, c'est-à-dire de la condamnation au vampirisme. Et on veut dire, finalement, quelqu'un qui est condamné à fonctionner en circuit fermé, parce qu'au fond, il n'a pas de place. Donc son seul site, le site de Dracula, c'est lui-même. Mais ça implique quelque chose, d'avoir pour seul site soit pour seul site. Ça suppose évidemment qu'il n'y ait pas d'autres, et du coup, on n'apprend pas à faire avec les autres. Alors on se met à comprendre un peu quelque chose, quoi. On se dit, mais il n'a pas appris à faire avec les autres parce qu'il n'a compté que sur lui-même. Par exemple, on s'est dit, tiens, on est peut-être dans une clinique de la survie. Peut-être qu'on est dans une clinique de la survie. C'est un aspect peut-être de la lecture. Dans une clinique de la survie, mais pas seulement. Chez Dracula, on a la question de la survie peut-être, puisque bon, il a quand même besoin de sang, visiblement. Mais il y a aussi la clinique de l'exploitation, de l'aliénation. C'est-à-dire qu'il il prive les gens de leur liberté, il les exploite, il les constitue en carburant ou en objet de consommation. Mais on peut le traiter, ça, le fait qu'il traite les autres en objet de consommation, on peut le traiter en miroir, c'est-à-dire que lui-même ayant été traité comme objet de consommation, ou comme objet d'utilisation, d'exploitation, lui-même ayant été exploité, il ne sait pas faire autrement avec les autres. Vous voyez? Voilà, par exemple. Il ne sait pas faire autrement, il fait ça. Visiblement, il est quand même très réduit dans ses possibilités interactionnelles. Alors là, évidemment, il y a des choses qui s'ouvrent au niveau de la clinique du trouble du comportement, parce que quand on commence à recevoir les familles, et c'est bien, on a beaucoup reçu les familles. Alors là, petite anecdote, pourquoi on a beaucoup reçu les familles? À l'époque, on devait
construire le dispositif de travail avec les familles dans ce qui s'appelait à l'époque un institut de rééducation. Bon, et à l'époque, on faisait une supervision avec François Tosquelles. Donc on s'est dit, bon, ben, très bien, on va aller en parler à François Tosquelles qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir les familles des enfants qui ont des troubles du comportement. Bon, et voilà, oui, là c'est presque le bout du compte, mais bon. Et on lui a demandé le truc, on s'est dit, il va nous parler 3 heures. Parce qu'en général, quand il a démarré, François Tosquelles, ça durait, quoi. Et il nous a répondu, faites ce que vous voulez, mais allez-y à 2. Bon, puis c'est tout, il est passé à autre chose. Il s'est mis à discuter d'autres trucs. Ben, c'est ce qu'on a fait, on a créé des binômes professionnels, on a rencontré les familles comme ça pendant une 20aine d'années, dans un ITEP comme ça. Et là, on a appris des tas de trucs. On a appris des tas de choses, parce qu'on a rencontré les familles avec l'enfant, les familles sans l'enfant. Enfin bon, ça s'agençait de 36 façons. Nous-mêmes, on était agencés, parce que c'était un binôme qui allait voir les familles. C'était pas un professionnel dédié, c'était des binômes d'ailleurs, variés sur le plan professionnel, parce que c'était interprofessionnel, transprofessionnel. Il y avait un éduc, une assistante sociale, un éduc, une psychomotricienne, il y avait toujours un éduc. L'orthophoniste, un psychologue avec l'assistante sociale, ou avec un éduc, non, avec un éduc, il y avait toujours un éduc. Voilà. Ouais, et ben oui, il fallait quoi. Et là, on a quand même commencé à réfléchir sur la question de la place. Parce qu'on s'est dit, ce sont des parents qui ont beaucoup de mal à trouver leur place, à se reconnaître une place, par exemple, dans un couple, dans la construction du couple parental. On a vu que le problème de la place, il était absolument général. On était dans une clinique de la place. Bon. Et ça nous a permis de comprendre peut-être un peu mieux et de commencer à pouvoir travailler sur ces questions de consistance subjective, de rapport à la place et comment le fait d'avoir à occuper une place, d'être soumis à la contrainte sociale d'occuper une place pour un enfant, ben, ça les mettait en crise d'angoisse majeure, quoi. C'est très con. Parce que socialement, il n'y a pas manière, il n'y a pas moyen de faire autrement que de se positionner, de partir d'une place sociale pour pouvoir s'adresser à quelqu'un ou recevoir une adresse. Et quand on n'a pas de place et qu'on est obligé de compenser, on va dire ce manque symbolique, pour trouver un mot encore valise, mais qui est tout fermé, mais bon, il faudrait ouvrir aussi, mais bon. Quand on part d'une non-place ou d'une impossibilité à trouver une place, c'est-à-dire d'une position draculesque en quelque sorte, ni mort ni vivant, ou bien les deux, eh ben, on est soumis à une angoisse majeure tout le temps. Donc on s'est dit, ces gosses vivent un martyr. Tout simplement, une sorte de martyr social, qui est comment se retrouver dans un système positionné ou un système positionnel, c'est-à-dire une société, sans pouvoir occuper une position. C'est-à-dire sans avoir appris ou sans avoir intégré ce que c'est qu'occuper une place, construire une place, et prendre consistance à l'intérieur de cette expérience. C'est ça la consistance subjective. Voilà, moi je m'arrête là. C'est ça que, vous voyez, je trouve Dracula, moi personnellement, m'a aidé à formuler, quoi. Voilà. Et donc, quand je posais la question, qu'est-ce qui est arrivé à Dracula ? Bon, tu me réponds. Et moi, je pensais au regard de la mère ou de l'autre, de l'enfant, puisque Dracula, il n'y a pas d'image dans le miroir pour Dracula. Et donc, on peut se demander si le défaut de consistance subjective ne commence pas là. Après, je peux dire 2 trucs sur le mythe de Narcisse, parce que le mythe de Narcisse il raconte un tas de trucs. Il y a plein de mythes de Narcisse différents. Mais il y en a un que reprend Ovide, qui est que, en fait, le mythe de Narcisse, il est tout à fait secondaire à un autre mythe, qui est le mythe d'Écho. En fait, c'est le mythe d'Écho qui permet de comprendre le mythe de Narcisse. Sinon, on ne comprend pas ce qu'il fout avec son image et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Le mythe d'Écho, on comprend très très bien ce qui se passe. C'est une affaire entre Zeus et Héra, donc le roi des dieux, et puis son épouse. Et Zeus ne songe, il est très occupé pour tromper Héra, pour tromper sa femme. Et il cherche des stratagèmes pour pouvoir la distraire. Mais comme elle le sait, elle sait qu'il cherche à la tromper, elle le surveille. Et lui, il cherche des stratagèmes pour déjouer sa surveillance. Et il va utiliser une nymphe qui est Écho, pour distraire Héra et pouvoir lui vaquer à ses occupations.
hein, et il demande à Eco, qui est une surdouée de la conversation, d'aller, alors on retrouve l'histoire de Scheherazade, hein, d'aller faire la conversation à Héra. Bon, évidemment, hein, pendant que, voilà, Héra, évidemment, l'autre lui dit, ben, je viens discuter avec toi, j'ai très envie de discuter avec toi, de faire la conversation, et l'autre prend, elle dit, mais oui, c'est bien, hein. Ça me fait très très plaisir d'avoir quelqu'un qui me propose comme ça de converser, et elle se met à converser, etc. Hein, jusqu'au moment où elle s'aperçoit évidemment qu'elle a été trompée 2 fois, évidemment par Zeus, une énième fois, mais aussi par Eco, hein, et que la punition, hein, qu'elle va infliger à Eco, c'est de ne plus pouvoir répondre à aucune conversation, c'est-à-dire d'être privé définitivement de conversation. C'est quand même la pire des catastrophes, quoi. Hein, et de ne pouvoir répondre qu'à la fin des phrases, hein, en écho. Voilà, hein. Et c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire que Narcisse étant très amoureux d'elle, hein, il va chercher à discuter avec elle, à engager la conversation. Elle ne va répondre que de façon complètement désincarnée, pour le coup, hein, du point de vue du langage. Et l'autre désespéré va, etc., compenser dans une fixation à son image qui va le faire mourir, etc. Vous voyez ? Voilà, hein. Mais c'est la question de la tromperie, quoi. Hein, c'est la question de la tromperie, c'est la question du faux semblant. Hein, c'est ça qui fait qu'on n'a plus sa place. Hein, on est dans un système où ça triche. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'on peut tricher pour survivre aussi. Hein. Mais quand on n'arrive plus à trouver le fil, quand on n'arrive plus à trouver la logique, quand on est dans un système menteur, eh ben, on ne peut plus utiliser le langage, hein, ou les repères sociaux, enfin, tout ce qui fait signe. On ne peut plus organiser tout ça pour construire une position. Hein, c'est un peu ça la morale de l'affaire, quoi. Et c'est ce qui permet de travailler avec ces petits jeunes qui sont en ITEPSA. Hein, voilà ce qu'on a trouvé. Ok. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez pu écouter l'enregistrement du Café Psy du samedi 1er avril 2023 à la librairie Ombre Blanche autour de la thématique « Le corps du vampire, une métaphore pleine de sens ». Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.